Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, qui est rentré de ses petits séjours de l'Ascension en terre de Baléares. En terre de Baléares, et il faisait très beau, et il y avait un monde fou. Alors je peux vous dire que les gens, comme ils n'ont pas pu se balader depuis 2 ans, ils sont tous comme des cafards quand la lumière s'éteint. Ils sortent, il y en a partout. Bah, évidemment, puis ils se disent, potentiellement, Ils vont nous renfermer. Les blaireaux vont nous renfermer, et les castors aussi. Donc ils se disent, allons-y, tant qu'il est temps, vite. On peut sortir, donc ils se précipitent. Et comme ils ne peuvent pas aller en Afrique du Nord, qu'ils ne peuvent pas aller en Turquie, qu'ils ne peuvent pas aller, je sais pas, aux États-Unis ou j'en sais rien, donc ils vont tous en Espagne ou au Portugal, donc j'imagine en Italie et peut-être en Grèce. Donc là-bas, ça grouille. Il y a beaucoup de Français en Italie. Oui. Ça grouille. Hein. Voilà. Alors, ça nous amène un petit peu au sujet du jour, puisqu'aujourd'hui, on va faire une émission spéciale de vos questions. J'en ai ici, j'en ai là, que vous aviez posées sur la page de l'Institut des Libertés sur YouTube, et puis aussi un petit peu sur Twitter. Et aujourd'hui, on a eu hier les chiffres de l'inflation qui, pour la France, sont amenés à 5,2%. La hausse, ceux que j'ai du mal à croire, ils ont dû, voilà. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est l'association UFC Que Choisir a estimé que ça faisait une hausse, une sorte de moyenne pondérée de 90 € par ménage, soit 27 € ramenés au plein. Évidemment, pour certains plus, évidemment, moi j'ai pas de voiture, donc mon quotient plein est 0. Mais voilà. Moi j'ai un scooter et c'est passé de 7 € à 14 €. Le plein de mon scooter, ce qui m'indispose, je vais demander une subvention au gouvernement. Voilà. Donc, la première question sera donc celle-là, Charles. Ça sera, est-ce que tu penses que ça va encore beaucoup augmenter? Et comment vois-tu la rentrée à venir, puisqu'on sait tous en général que la rentrée veut dire mouvements sociaux. Et comment vois-tu nos auspices futurs dans un temps relativement bref? Ou un temps moyen? Un temps moyen. Mais ce qui se passe, c'est... Il y a 2 choses qu'il faut comprendre. D'abord, il y a l'effet de choc de l'augmentation. Oui. Bon, je sais pas, mon scooter qui passe de 7 à 14, je fais un plein par semaine, ça me fait 7 € de moins par semaine, ça ne me change pas ma vie, mais quand même, ça m'agace, quoi. Et ça, donc, c'est autant que je dépenserai pas ailleurs. Oui. Donc, la somme de mes satisfactions n'augmente pas, je vais toujours au bureau en scooter. Bon, ça change rien. Oui, mais comme tu n'auras plus de petite monnaie dans ta poche, du coup, tu ne vas pas aller acheter un magazine. Voilà, je ne vais pas aller acheter un magazine, donc ça va faire une baisse de la demande ailleurs. Parce que le scooter, comme je déteste marcher à pied... Ou un petit éclair au chocolat à 4 heures. Voilà, des trucs qui, dans le fond, rendaient la vie supportable. Bon, donc ça, c'est l'effet immédiat. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'indice des prix... C'est dans le fond la moyenne, une espèce de moyenne pondérée qui n'est pas toujours très bien faite, mais enfin, c'est ce que c'est. Et que mon niveau de vie baisse de la hausse des prix. Mais ensuite, si mon salaire ne rattrape pas, ce niveau de vie, il va rester durablement plus bas. Mmh. C'est-à-dire que si à la place d'avoir 100 à dépenser, j'ai plus que 93, je vais rester à 93. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a l'effet, le premier effet, c'est la baisse du niveau de vie, et ensuite le deuxième effet, c'est le niveau de vie qui reste plus bas jusqu'à ce que mon salaire augmente. Donc il y a 2 effets, et le deuxième est bien pire, parce que celui-là, il reste. Si on était dans une période, comme j'ai souvent dit, où les prix montent, parce qu'il y a eu une crise en Asie ou je sais pas quoi, et qui rebaisse derrière, je repasse de 93 à 100 l'an prochain, ça va. Si le prix de l'essence baisse l'année prochaine, je me retrouve au niveau où j'étais avant. Mais si le prix de l'essence reste là où il est, c'est une perte. Sur le long terme, et donc un déclassement. Et donc une espèce de déclassement. Oui, puisque voilà. Et donc, niveau de vie est atteint sur le long terme. Alors, ceux qui sont... Je dis toujours qu'il y a 3 façons de dépenser son argent quand on n'en a pas, qui sont obligatoires. Le premier, c'est l'énergie, c'est le chauffage, le transport. Le deuxième, c'est le loyer. Et le troisième, c'est la bouffe. Moi, quand j'étais étudiant, ça faisait 100% de mon budget, ces 3 trucs. Mais si il me restait peut-être à la fin du mois, 15 ou 20 francs pour aller regarder un match de rugby ou je sais pas quoi. Mais si tous ces 3-là montent, ce qui est le cas en ce moment et ça monte très fort, j'ai plus d'argent pour aller voir mon match de rugby. Donc la vie devient vraiment... Ou pour aller prendre en voiture, pour aller voir mes parents qui habitaient à 100 km ou je sais rien. Donc... C'est terrible pour les gens qui, à la fin du mois,
avaient 200, 300 euros qu'ils pouvaient dépenser comme ils voulaient. Pour ceux-là, ils dépensent un peu moins comme ils voulaient, donc ça rend la vie plus désagréable, mais pas impossible. Mais pour le gars à qui il restait quasiment zéro une fois qu'il avait fait ses 3 postes, ça veut dire qu'il doit couper dans le nécessaire. C'est-à-dire qu'il doit couper dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, dans le chauffage, et je connais des gens à Paris qui m'ont dit que l'année dernière, par exemple, qui sont des gens, si j'ose dire, tout à fait normaux, quoi, des gens qui ne se chauffaient plus. Oui, je connais des gens qui ne se chauffaient plus, qui avaient pris comme décision de plus se chauffer, parce que ils pouvaient pas, quoi. Il fallait qu'ils choisissent entre le chauffage, leur sortie, etc. Donc ils ont dit, bon, je ne me chauffe plus. Bon, mais... Enfin, ça me paraît tout à fait étonnant, quoi. Tu penses que le calcul de l'inflation, donc, moi je pense aussi qu'il le malaxe. Mais il le malaxe pour essayer de trouver une espèce de moyenne. Mais cette espèce de moyenne, ça correspond à personne. Parce que l'Allemagne est à 8, plus pratiquement à 9. Les prix de gros en Allemagne sont à 33, ou je sais pas combien, c'est fou, quoi. Et quand tu ramènes, en revanche, l'inflation sur les biens, c'est-à-dire que les pâtes ont augmenté de 44%, le poisson de 33%, et on te dit, en revanche, la hausse globale serait de 5,2, sachant que l'énergie aussi a augmenté. Donc tu te dis, attendez... C'est les balles de ping-pong, quoi, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui a baissé, du coup Qu'est-ce qui a baissé? C'est la bonne question, c'est la question que tout le monde se pose. Il y a assez peu de choses qui ont baissé, il y a peut-être... je sais pas, le prix du téléphone de base ou des trucs comme ça, mais que tu l'achètes une fois tous les 6 ou 12 mois. Et c'est pour ça que moi, quand je regarde un peu l'inflation, j'ai fait des travaux là-dessus il y a quelques années, et je dis, ce qui est terrifiant, c'est, je fais un indice des prix qu'on pourrait appeler l'indice Carrefour, enfin, les gens, ou Lidl, les gens qui vont faire leurs courses, ont l'impression de le payer le moins cher, quoi, dans lequel qui n'est fait que de l'énergie, de la bouffe et du loyer. Et ça, c'est en hausse de 12-13%. C'est-à-dire que l'inflation est très forte. Plus ton revenu est bas, plus l'inflation est forte. C'est pour ça que l'inflation est un truc mais complètement injuste. Quand je voyais les banques centrales qui, il y a quelques années, essayaient de déclencher une hausse des prix, je me disais, ces gars-là sont des ordures, parce qu'ils vont taper sur les plus petits, quoi. Mais bien sûr, quand plus ton revenu est élevé, moins tu es impacté par le prix de la hausse des pâtes. Tu fais limite pas attention. Le prix de la baguette, tu t'en fous, quoi. Que ton caddie passe de 150 à 210, tu peux tout à fait le... Mais j'étais avec ta tante, donc la mère des enfants qui ont cette boulangerie dans les Pyrénées, dont je passe souvent, dans les Pyrénées. Le prix de la farine a quasiment doublé. Alors, toi, tu es une boulangerie industrielle, tu fais du pain. Tu as signé des contrats avec les hôpitaux, les prisons, les lycées, à prix fixe. Ah oui, ça, c'est un problème. Et donc, ça veut dire que pendant 1 an, toi, la petite boulangerie, tu vas perdre du fric. Il ne faut pas faire des contrats à prix fixe. Il faut mettre une clause de variabilité. Oui, mais les autres qui acceptent des contrats à prix fixe, c'est tout ça obligé. Il faut qu'eux, ils ont un budget, donc ils doivent respecter leur budget. Donc, ça déclenche une baisse profonde de la rentabilité des entreprises qui ont accepté de faire des prix fixes. Toi, tu es une entreprise de chauffage, je sais pas, dans une ville qui fait du chauffage, tu vas dire aux gens, je vais vous chauffer l'année prochaine à temps, quoi. Et puis si le prix de l'énergie double, Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi c'est pas une bonne idée de bloquer les prix? Par exemple, là, tu viens de parler de la farine, les gens vont te dire, alors très bien, l'État doit bloquer le prix de la farine. L'État doit bloquer le prix des loyers. Il va bloquer le prix de la farine, il va bloquer le prix des loyers. Alors prenons l'exemple de la farine. C'est la vieille blague. Les politiciens sont tous pour que le blé soit cher et la farine bon marché, quoi. Tu vois, parce que le blé qui est cher, ça rend les paysans contents, et la farine bon marché, ça rend les ouvriers contents, quoi. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu bloques le prix de la farine, va falloir bloquer le prix du blé. Et le blé, si le type qui font du blé, eux, ils achètent de l'énergie, des engrais, de l'énergie transformée, etc., ils vont plus en faire du blé. Donc tu vas déclencher des pénuries. Et si tu bloques les loyers, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont dire, vous êtes gentil, mais à ce prix-là, je le loue pas, quoi. Je le laisse vide. Donc on va réquisitionner, mais à ce moment-là, le droit de propriété. Et puis surtout, dans ces cas-là, si les gens, dans un monde où tu as une offre et une demande, et
les deux se rencontrent à un certain prix. Oui. Bloquer le prix, ça veut dire que d'un coup, tu vas plus avoir de parc immobilier parce que les gens vont dire je vois pas pourquoi je m'endetterais ou j'investirais dans l'immobilier, alors que, il n'y a pas de rentabilité dessus. Et donc, je prends un énorme risque avec en plus la loi française qui m'empêche d'en virer le gars. J'ai un gars que je connais, avec qui je travaille d'ailleurs, qui avait 1 ou 2 appartements. Il en avait loué à une dame polonaise qui lui paraissait très bien et qui avait l'air d'être dans le besoin, donc il avait fait œuvre charitable. Un geste de charité. Elle n'était pas rentrée, qu'elle cessait de payer, quoi. Et il a fallu 3 ans pour la virer, quoi. Donc pendant 3 ans, son truc ne leur a rien apporté. Du coup, il vend tout son immobilier à Paris. Alors, Jérôme te pose une question sur l'inflation. Bonjour, merci pour vos vidéos très instructives. Pouvez-vous expliquer comment ou pourquoi on dit que la dette diminue avec l'inflation ? Quand on doit 100 € à une banque à 0% d'inflation, on doit toujours 100 € même à 5% d'inflation. Bien sûr. J'attends toujours un coup de téléphone de mon banquier pour me dire qu'un mon prêt étudiant a baissé. Est-ce que du coup, c'est pas une opération blanche de laisser l'inflation monter et de monter les taux BCE Fed en parallèle ? Alors, quand les gens disent que l'inflation, ça fait baisser la dette, ça fait baisser la valeur de remboursement de la dette en termes réels. Je veux dire par là, si les prix sont de 5%, montent de 5%, si toi, tu réussis à faire monter la valeur de ton travail de 5, tu mettons que à la place de toucher 100, tu touches 105, et tu vas devoir rembourser une dette qui est à 100. Oui. Puis si ton travail monte à 110, tu seras toujours à 100. Et puis à 115, tu seras donc... Ça permet le remboursement in fine de la dette en monnaie de singe. Tu vois. Oui. Donc tu rembourses sur la valeur de la monnaie il y a 10 ans, qui aura peut-être perdu 40 ou 50% de sa valeur. Mais qu'est-ce qui se passe si ton travail ne monte pas de 5 ? Ne monte pas du tout. Comme on en parlait tout à l'heure. Comme on en parlait tout à l'heure. À ce moment-là, tu te retrouves obligé de payer une dette, oui, en effet, mais que tout ton revenu disponible va t'étaler à la bouffe, à l'énergie, etc. Donc, c'est encore une fois, c'est le cas de l'État qui, lui, augmente les impôts perpétuellement. Mais pour le particulier, je ne vois pas très bien ce qu'il a à gagner à avoir soi-disant, sa dette repayée par l'État, par l'inflation, tout ça, c'est une série de mauvaises idées. Ça part de l'idée assez simple qu'ont toujours les Keynésiens, c'est que si tu manipules les prix, tu peux arriver à des systèmes de compensation où tu peux, dans le fond, faire transférer de l'argent des riches aux pauvres. Ça marche jamais. La seule chose qui marche, c'est un système de prix libre. Un système de prix manipulé, ça marche jamais. Tu as toujours des effets pervers et c'est effrayant. Alors, Laurette te demande, elle aimerait mieux comprendre pourquoi une remontée des taux pourrait être fatale pour la France et aussi pour les épargnants. Pour les épargnants, oui, alors, c'est une question coquine. Laurette. Bon, la remontée des taux. Imaginez, l'État français a une duration moyenne de sa dette de 7 ans. C'est-à-dire que dans le fond, la dette émise par l'État français a une durée de 7 ans. Tu vois, donc l'État français a emprunté à 7 ans. Très bien. Alors, comme sur les 7 dernières années, les taux d'intérêt ont été très bas, proches de 0, la dette française qui est de, je ne sais plus combien... 2000 milliards d'euros, ou je sais plus combien. On est presque à 3000 milliards. On est plus de 3000 milliards d'euros. Bon, si les taux d'intérêt sont à 0, en moyenne sur les 7 dernières années, la charge de la dette est à 0. Oui, le service de la dette est à 0. Le service de la dette est à 0. Il faudra rembourser le capital. Oui, qui est normal, mais ça... Mais on est dans le meilleur cas possible. Cas possible pour un remboursement. Donc 0. Donc là, par contre, si ça passe à 1%, en moyenne sur 7 ans, ça devient 30 milliards, la charge de la dette. 2%, 60 milliards. 3%, 90 milliards. Et puis derrière, il faut se refinancer. Et il faut que les gens achètent la nouvelle dette qui arrive. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est une espèce de moyenne qui se produit. Donc si on imagine qu'on a 6 ans à 0 et 1 an... C'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais 6 ans à 0, c'est des tranches. Donc, mettons qu'on est 6 ans à 0 et que l'année qui arrive maintenant, ça sera à 1. Donc, on aura sur notre dette, ça fera donc 7 ans, ça fera
30 milliards, donc chaque année ça fait 3 000 milliards, divisé par 7, 7 fois 4, 28. Donc mettons qu'il y a à peu près 740 400 milliards qui arrivent à échéance chaque année. 40 milliards. Donc tu auras 260 milliards à 0 et 40 milliards à 1. Mm-hmm. Puis l'année suivante, tu auras 5 ans, tu auras 200 milliards à 0 et 80. Et puis 160. Donc petit à petit, le coût de la dette va monter, mais c'est avec un effet de retard énorme sur l'augmentation des taux. Mais dans 7 ans, si les taux sont toujours à 1, il faudra payer 30 milliards. Mais si on passe dans les 7 ans qui viennent de 0 à 4, ça ira beaucoup plus vite. Et si on passe à 8, à 8, dans 7 ans, ça fera à peu près la totalité des recettes fiscales. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudra couper tout le reste. Voilà. Tout le reste, mais massivement, ou augmenter les impôts de façon massive, mais de toute façon, on ne peut pas les augmenter, puisque c'est déjà tellement énorme, alors qu'ils trouveront une façon de les augmenter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est quelque chose qu'on a souligné lors du dernier, on a même montré quelques graphiques, là, c'est que les effets dans l'économie sont très longs. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que les gens te disent qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, mais on s'en fout de l'an prochain. C'est quel effet ça va avoir sur les 7 ans qui viennent. Mais ça veut dire que depuis... Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'inflation qu'on a aujourd'hui, oui. On a beau nous dire, oui, c'est l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Toi, tu la voyais on l'a dit depuis mai dernier. Mai dernier, facile. Facile. Et aujourd'hui, il y avait un article du PDG de JP Morgan US qui avait prévu, entre guillemets, l'inflation l'an dernier. Mais évidemment... Tout le monde l'avait prévu, tout le monde voyait les chiffres. Tout le monde avait les chiffres. Il y a qu'en France où Bruno nous disait, ce génie, hashtag, ah mais non, et là encore, hier, il passait sur France Inter en disant, non, je ne vois pas de récession à l'avenir. Je lui dis, mais vous êtes complètement crétin, vous le faites exprès. Et je crois qu'ils le font exprès. Il est juste complètement... Oh, mais c'est ce que disait Solzhenitsyn, vous savez, qui est un de mes grands hommes. Il disait, ce qu'il y avait d'extraordinaire à la fin de l'Union soviétique, c'est que... Le déni. Il mentait. Tout le monde savait qu'il mentait. Tout le monde savait qu'il mentait. Il savait que tout le monde savait qu'il mentait. Et il mentait quand même. Mais attends, toute la campagne présidentielle, ça a quand même été ça. Ça a été ça. Ça a quand même été ça. On avait des chiffres. Les types te disaient, là, ils te disent, on est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Je me disais, mais il a osé dire ça. Mais tout le monde a entendu. On n'est pas compétitifs, les gars, ils se barrent de l'autre côté parce que le coût du travail est bien moindre, on se retrouve, la fiscalité est horrible, le droit du travail est horrible, et les types nous disent, on est number one, les gars. Et tu te dis, là, avec toutes les mesures, tu te dis, mais personne ne va jamais venir en France. Alors là, on s'est pris le stade à Liverpool on a bien vu, aussi. On a vu, par exemple, sur les supporters, on a une police... Comme M. Macron a vendu... qui en peut plus. A vendu des sociétés françaises, Alstom et n'importe quoi, avec General Electric, avec promesse qu'il resterait en France. Oui, il y a encore les histoires sur le site de Belfort cette semaine. Oui. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que General Electric a pris tous les brevets d'Alstom, les a logés en Suisse pour continuer à toucher des revenus, mais pas en France, et a fermé les entreprises en France. Et c'est ça c'est très attrayant pour General Electric. Ah oui, ça c'est du capitalisme de connivence. Et on va nous expliquer que c'est la faute au néolibéralisme. On va nous expliquer que c'est la faute du libéralisme. Mais c'est du vol à la tire, quoi. Ah tiens, d'ailleurs, j'en profite. Hier, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé en disant qu'il mettait au défi les économistes néolibéraux de trouver des réponses à ces questions-là. On est là. Hein, si Jean-Luc Mélenchon veut parler avec Charles Gave, on est ravis de faire une émission. Faites remonter l'info. C'est sérieux. Il serait ravi d'aller tear him a new one. Moi, pour expliquer à M. Mélenchon que dans le fond, choisir les solutions vénézuéliennes, cubaines, etc., ça a toujours très bien marché pour les Castro, les frères Castro, etc. Mais pour le peuple cubain et vénézuélien, ça n'a pas été le pied prié, parce que maintenant, il y a à peu près 3 millions de Vénézuéliens qui se sont barrés au travers des Andes pour aller au Pérou en face. Voilà. Donc si M. Mélenchon veut venir se définir une nouvelle aorte, on est ici, Charles sera ravi de redéfinir son aorte. De redéfinir, de l'aider à comprendre comment une
Parce que je voudrais dire aussi un truc, c'est que, bon, la gauche française, c'est la plus bête du monde, mais la droite française, c'est doublement la plus bête du monde parce qu'elle comprend rien à l'économie et qu'elle n'a pas du tout l'intention d'apprendre. Donc, pour moi, que la gauche soit incompétente dans le domaine économique, vous savez, c'était la blague d'Alfred Sauvy, que j'aimais beaucoup, que Léon Blum, en 1936, lui avait demandé de faire partie de son cabinet. Et il avait dit, Monsieur le Président, parce qu'il était président du Conseil, Léon Blum, je crains que vous n'y connaissiez rien à l'économie, donc j'hésite. Et Léon Blum l'avait répondu, mais enfin, Sauvy, si j'y connaissais quelque chose en économie, je ne serais pas socialiste. C'était quand même... Bon, ben là, tu vois, que Mélenchon me dise ça, je dirais, bon, soit, non, mais... au moins ça fait partie, c'est normal. Non, mais c'est comme si on te demandait de dessiner une collection de haute couture, tu vois, voilà. tu dirais, écoutez, oui. Non. Léon Blum, c'était un homme très éduqué, très érudit, il disait, j'y connais rien en économie, et ça le gênait pas une seconde. Mais ce qui m'étonne avec la gauche d'aujourd'hui, c'est qu'elle prétend, après le XXe siècle, où quand même elle a planté toutes les économies dans le monde entier, surtout les gens du style Mélenchon, qu'ils ont la solution. Bon, la solution, c'est toujours plus d'État, plus de contraintes. Bon, ça me paraît pas une bonne idée. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a en France une droite qui semble penser que la solution pour l'économie française, c'est l'État et les corporations, quoi. C'est-à-dire que la droite française, dans l'économie et dans le domaine économique, déteste, mais alors de façon fondamentale, la liberté. C'est absolument stupéfiant à quel point ces gars-là, dès que vous discutez avec un gars de droite, lui, il vous parle de l'État stratège. Mais ce qui est une imbécilité foudroyante, parce que l'État, c'est une idole, ça n'existe pas. C'est des gens dans l'État. Il y a de temps en temps des gens dans l'État qui ont été des hommes d'État, comme Pompidou, etc., qui ont fait le système nucléaire français. Mais c'est pas l'État qui l'a fait. C'est Pompidou, ou c'est De Gaulle, ou c'est Giscard. Mais c'était pas l'État stratège. L'État stratège, c'est vous avez bâti un veau d'or et vous l'adorez. Ça n'existe pas, l'État stratège. En fait, je crois qu'il ne croit pas aux énergies, il croit en les corporations. Voilà, il croit en corporations. On va monter des coûts, on arrêtera la concurrence, et on sera comme la France au XVIIe, au XVIIIe. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que la France était la première puissance économique du monde en 1600, quand vous aviez Henri IV et Louis XIII qui ont fait venir tous les hommes d'affaires d'Italie, qui ont créé l'économie française. Mais à tel moment où on a commencé, l'État a commencé avec Colbert à tout bloquer, tout, on s'est planté. Donc il y a le mythe du colbertisme qui a été un grand succès. Colbert, il a fallu l'enterrer en douce parce que sinon les gens voulaient lui casser la gueule alors qu'il était mort. Déjà mort. Oui, il voulait peut-être vérifier. Il voulait vérifier qu'il était mort. Et puis en 1705 ou 1710, la France était dans un état de ruine totale. Donc vous avez ce mythe et vous allez à Bercy et vous avez l'immeuble Colbert, l'immeuble Vauban, tous les grands technocrates qui ont ruiné la France. Et vous vous dites, voilà, c'est Bercy qui continue à vouloir ruiner la France. Mais ça, c'est le marque des énarques aussi. Hein. Oui, mais c'est ça. Et on leur a expliqué que Colbert, c'était un immense succès. Oui. Bah oui, mais enfin, tu peux aussi, au bout d'un moment, lire des trucs et tu pourrais... Non, mais ce que disait, encore une fois, Churchill, il disait, il y a deux pays qui sont voisins, les Anglais qui ont beaucoup de mal avec les idées, mais aucun mal avec les faits, et les Français qui n'ont aucun problème avec les idées et beaucoup de mal avec les faits. Et je crois que toute notre classe dirigeante a beaucoup de mal avec la réalité. Ils vivent dans un monde magique. Alors, Émir Hano te demande, te dit qu'on est plusieurs à vous suivre depuis la Belgique. Est-il possible d'avoir une petite analyse sur la situation économique belge et comment celle-ci serait corrélée à celle de la France ? Alors, la Belgique... Je sens que tu vas sortir une bêtise encore. Tu vas me faire honte. Je vais dire des bêtises. La Belgique, c'est un État assez curieux. Comment dire, c'est un État qui a été créé par l'Angleterre pour que la France ne puisse pas contrôler Anvers et voilà. Bon,
qui était un grand port, qui était juste en face de Oui, bien l'Angleterre. sûr, puisque c'était l'empire maritime des L'Empire Anglais. il fallait pas que la France contrôle tu vois l'envers. bien que ça... Donc, grosso modo, vous avez la Belgique, vous avez la moitié qui sont des francophones, et l'autre qui sont des deutschophones, quoi, qui parlent le batave. Bon, et donc il y a 2 pays là-dedans, et puis ils ont réussi un truc au poil, c'est que c'est tellement compliqué la Belgique, il y a les régions, il y a les communes, il y a tout ça. Une chatte, ils ne retrouvaient pas assez petit, donc personne ne sait qui gouverne en Belgique, au point qu'il y a quelques années, je crois que pendant 2 ans ou 2 ans et demi, ils n'ont pas eu de Premier ministre. Et personne ne s'en est rendu compte. Et l'économie belge n'a jamais été aussi bien. Donc, quelque part, la Belgique, ils sont arrivés à la situation parfaite, où ils ont une espèce d'administration extraordinairement lourde. Ça fonctionne vite quand même, les choses en Belgique. Hein. Oui, mais ça fonctionne Et ils ont vite. une très bonne industrie. Ils ont une très bonne industrie, mais surtout du côté batave, là où ils ont beaucoup bossé. Et donc, je suis fasciné par la Belgique, parce que dans le fond, vous avez un État qui fonctionne assez bien, mais auquel personne ne prête attention. Mm-hmm. Donc, il y a l'État qui est là, qui fait ses trucs, ou les communes, ou je sais pas, ils se débrouillent entre eux. Oui, mais tu vois, quand tu vas en Belgique et que tu demandes des papiers, ça marche bien. Tout fonctionne bien. Hein. Tout fonctionne bien, oui, ça marche très bien. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que la Belgique, c'est la France, mais avec d'un côté l'économie et de l'autre côté l'État, ils se parlent assez peu, quoi. J'avais une histoire assez drôle entre les Français et les Flamands. J'étais une fois comme ça, près de la place Molière, et un type passe avec son chien et ne ramasse pas. Et donc l'autre type le regarde, lui dit « Mais enfin, monsieur, vous ne ramassez pas ?» Et l'autre lui dit « Non, mais c'est pas grave. » Et le type le regarde et dit « Ah, vous êtes flamand ?» Oui, il aurait pu dire, s'il avait été français, il aurait dit la même chose. Ouais. C'est comme moi, quand j'étais gamin à Toulouse et tout, quand quelqu'un faisait une saloperie, je le regardais, je lui disais « gaulliste ». Ça le mettait dans tous ses états, parce que surtout à Toulouse, où il y en avait assez peu à l'époque, des gaullistes. Donc, tout le sud-ouest est rouge. Tout le sud-ouest rouge, donc ça me faisait rigoler, parce que gaulliste, où il l'était, il voyait pas pourquoi c'était une insulte, où il l'était pas, c'était vraiment une insulte. Donc maintenant, quand je suis en voiture et que je sais pas quoi faire, que j'engueule quelqu'un, je lui dis gaulliste. Alors, il y a une question très importante de CG. Plutôt qu'une question, j'ai une suggestion que j'espère sera traitée au niveau crucial de son importance. Je pense que l'Institut des libertés s'en trouvait extrêmement grandi et si une évolution technique majeure était apportée. Je m'explique. Étant donné les questions contextuellement arides de Madame Gave et les analyses et réponses dont nous nous délectons de Monsieur Gave, mais relativement déprimantes, je suggère une apparition plus régulière à l'écran, une fenêtre dans le coin à gauche de l'écran du DAF. Assurément, son flegmatisme et son attitude de détachement contrôlé face à une situation géopolitique, économique désastreuse me semblent indispensables pour les auditeurs et de pouvoir eux aussi trouver l'attitude appropriée face à cette situation française et mondiale catastrophique. Oui, alors, donc je pense qu'effectivement des incrustations régulières du DAF et néanmoins posées. Oui, alors peut-être il faudrait faire mais il faut voir quand même que le DAF a un horizon d'investissement qui s'arrête au repas suivant. Oui, mais tu vois, tant qu'il y a des repas, le DAF, il est toujours content. Oui, mais il a bien intégré que quand on arrivait à cet étage et qu'on était tous les deux là et tout, ça y est, il allait y avoir droit, il vient se mettre maintenant sur la moquette qu'il a complètement cramé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, le DAF, il a cet avantage immense de ne pas avoir conscience du temps qui passe et de la mort qui arrive. Ce qui est la beauté. Je crois ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, au paradis, c'est qu'à un moment, il y avait une brave singe qui était là et qui s'est rendu compte que tant que tu n'as pas conscience de la mort, c'est le paradis. Oui, bien sûr. Et puis quand tu as conscience de la mort, tu te rends compte de la finitude du temps. Et donc le pauvre DAF, là, il est très content, tout le temps. C'était ça le jardin d'Éden. C'était ça le jardin d'Éden, c'était ça. Et puis un jour... il y a une andouille qui a bouffé l'arbre de la connaissance, et c'était une femme. Et du coup, les ennuis ont commencé, c'est-à-dire qu'on a pris, et donc on est sorti du paradis, et depuis d'ailleurs, ce qui prouve que la théorie keynésienne est stupide, c'est qu'il faut gagner notre pain à la sueur de notre front. On nous a pas dit tu bouffes, et ça va repousser tout seul, tu pourras continuer à bouffer. Tu bouffes bien ton blé en herbe. Tu bouffes bien ton blé en herbe, mais si tu bouffes ton blé en herbe, l'année prochaine, tu vas crever.
ce qu'un animal ne peut pas savoir. Lui, si tu veux, on va aller déjeuner tout à l'heure, il va se retrouver avec des trucs qui vont tomber de la table, et s'il n'y a rien qui tombe de la table, il va pousser des cris. Et donc, lui, il est content. Alors, Thierry te pose une question importante. Il voudrait savoir s'il est judicieux, pour l'instant, d'emprunter pour un investissement locatif en vue de l'hyperinflation pour rembourser rapidement. Et après, on a une question sur le franc suisse. On va commencer par la première. Alors ça, c'est une question très intéressante. Emprunter pour acheter de l'immobilier. Oui, mais ce qu'a fait le gouvernement français, c'est que... Alors déjà, attends. Est-ce que c'est pour habiter dedans ou est-ce que c'est pour Si c'est pour habiter dedans, c'est une bonne idée. Mais si c'est pour y coller un gars qui ne vous paiera pas le loyer... Ou que les loyers vont être contrôlés, tout ça, ça peut être risqué. Hein. Si M. Mélenchon arrive, écoutez, la première des décisions qu'il prendra, c'est de bloquer les loyers. Ouais. Bon, si vous avez des loyers bloqués, moi je me souviens des amis de mes parents dans les années 40, qui habitaient à Paris, qui avaient de l'immobilier à Paris, qui n'allaient même plus toucher les loyers. Parce que ça ne servait à rien, c'était plus cher que le ticket de métro était plus cher que d'aller trouver là, parce qu'ils avaient des appartements qui avaient été bloqués en 38 ou en 39 ou je sais pas quoi. Donc, si c'est emprunter pour acheter de l'immobilier à Singapour, emprunter en euros pour acheter de l'immobilier à Singapour, ça me paraît une idée intéressante. Ou à Dubaï. Mais aujourd'hui, vous savez que maintenant que tout le pognon français s'est concentré dans l'immobilier, qu'est-ce que va faire le gouvernement ? Il va taxer l'immobilier, parce que c'est la dernière des choses qui restera taxée. Je ne crois pas que tu puisses acheter à Dubaï si tu n'es pas résident, c'est un peu comme les Suisses. Et c'est soumis à... ils regardent si tu as suffisamment de ressources. Voilà, ils ne vendent pas de terre si tu n'es pas... Oui, alors c'est possible aussi. Mais il doit y avoir un ou deux pays où on doit pouvoir emprunter, je ne sais pas, emprunter à Stockholm, c'est très cher. Mais Stockholm, c'est hors de prix. Ouais. C'est hors de prix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est pour habiter vous, c'est pas bête. Mais c'est parce que, marquez, et là je fais une autre incidente, c'est qu'il y avait des crétins au ministère des Finances qui disaient « Vous avez emprunté pour acheter de l'immobilier il y a 10-15 ans, vous l'avez remboursé, mais on devrait maintenant vous taxer sur le revenu implicite que vous touchez. » Sur la plus-value qu'aurait pu générer le bien si vous l'avez loué, quand bien même vous ne l'avez pas loué. Voilà, on va vous taxer là-dessus. Mais ça m'est arrivé à moi. Quand j'étais à Hong Kong, un jour je reçois un papier du fisc français me disant « Vous nous devez tant ». Je leur dis, comment ça je vous dois tant, je suis à Hong Kong. Ils disent, ah oui, mais vous avez 2 biens immobiliers en France, donc une maison à Paris et un chalet à la montagne. Eh bien, vous auriez pu le louer. On sait que vous ne l'avez pas loué, puisqu'on a les factures d'électricité et on voit bien qu'il n'y a personne. Mais vous auriez pu le louer, donc vous auriez pu gagner ça, donc on va vous imposer... Sur la valeur locative... Putative. Voilà. Et je m'étais dit, alors ça c'est quand même un coup simple à toute exécution, hein, ça c'est... Donc, ils vont peut-être le faire, ça. C'est-à-dire que... Oui. Donc, vous avez un appartement, vous avez acheté, vous avez emprunté il y a 30 ans, il est payé, vous vivez tranquillement, et on vous dit, ah oui, mais vous pourriez le louer à ce prix-là, donc ça augmente vos revenus potentiels de temps. Et boum, c'est ce que m'avait dit un de mes amis, il avait épousé une très jolie femme qui avait fait Sciences Po. Il était très content parce qu'elle gagnait beaucoup d'argent, puis au bout de quelques années, il m'a dit, j'aurais bien fait d'épouser une fille qui avait un appartement. Hein. Parce que c'était la vérité. C'est-à-dire qu'après impôt, la fille qui avait un appartement, elle gagnait beaucoup plus d'argent que la fille qui avait fait Sciences Po. Alors Laurent Bonny te remercie pour tes analyses et te dit qu'en Suisse, il ne bénéficie pas d'analystes aussi pointus. Et il aimerait savoir un petit peu, lui, en tant que Suisse, qu'est-ce qui va se passer sur ses actions, ses obligations, son inflation. Si tu étais Suisse, tu ferais quoi ? Si je ferais Suisse, d'abord je resterais bien au chaud en Suisse, hein, parce que... Et puis, bon, tu penses qu'ils vont s'en tirer, là, de ces crises inflationnistes ? Les Suisses, ils sont dans la mesure... oui, parce que ils ont toujours la variable d'ajustement qui est le taux de change. Si l'inflation commence à péter... Il est comment, le franc suisse, en ce moment ? Depuis quelque temps, il est assez bloqué, mais de façon informelle, vis-à-vis de l'euro. Mais si l'euro commence à partir en digue-digue, ils vont laisser partir le franc suisse. Donc, une fois, voilà, ça veut dire qu'une fois de plus, les entreprises suisses vont devoir se décarcasser pour rester compétitives, alors que... Attendez, je ne sais plus à combien est le SMIC en Suisse, mais il doit être... je ne sais même pas si on a un d'ailleurs.
je crois pas. Mais grosso modo, ça veut dire que si tu achètes du Nestlé, qui donne du 4%, allez, c'est peut-être pas complètement idiot, quoi. Oui, c'est pas... Des obligations francs-suisses qui donnent du moins quelque chose, j'en achèterai pas. Mais allez, un petit peu de Nestlé, un petit peu d'Hoffmann de la Roche et des trucs comme ça, c'est... Tu considères que c'est antifragile? Voilà, c'est des machins qui... Mais il peut rien vraiment leur arriver. On va pas arrêter de... Nestlé, ça fait un siècle qu'ils sont là. Hoffmann de la Roche, ça fait un siècle qu'ils sont là. Je pense qu'il n'y a pas complètement exclu qu'ils soient encore là dans un siècle, quoi. Oui. Et puis on est sur une industrie... Voilà, et puis ils font du bon pérenne, boulot, ils sont au travail, ils sont... Ils prennent pas de risques. Il faudrait vendre tout en Suisse si la Suisse créait une école nationale d'administration. À ce moment-là, ce serait, mais ils sont trop malins. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Ouais. Ganis te demande, déjà te remercie pour le travail, et se pose la question de pourquoi l'or ne monte toujours pas par rapport à l'euro. Que pensez-vous d'un ETF coté sur le marché hors EU, enfin hors Europe, anglais par exemple, et penses-tu que la Grande-Bretagne pourrait profiter d'un possible écroulement de l'euro ? Il y a deux questions. Il y a la question de l'or. De l'or qui ne monte pas. Alors, est-ce que les taux sont manipulés ? Est-ce que la Chine continue à jouer ? Il y a peut-être une certaine manipulation de l'or, etc. Mais cette histoire de l'or qui ne monte pas, ça m'agace un peu parce que, allez, on va remonter à 1998 quand on a eu la crise asiatique. Depuis, le marché des actions de New York a cartonné comme un fou, tout le monde le sait. Oui. Bon. Est-ce que tu sais que l'or, depuis 1998, a fait exactement la même performance que le marché de New York ? Oui, je le sais, mais parce que vous avez fait un graphique où vous avez pris le S&P et ramené à l'or, et c'était exactement corrélé. C'était exactement pareil. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est mais arrêtez de regarder ce que l'or a fait la semaine dernière. Oui, il faut penser le temps long sur l'or. Il faut penser le temps long. Si vous achetez un appartement à Paris, vous n'allez pas calculer sa valeur toutes les 5 minutes. Mais évidemment que non. Donc, tu regardes l'or, moi je sais pas, mais l'or, il a dû faire, sur le long terme, il fait à peu près 6 à 7% en termes réels. Il est exactement sur son tendance à 6% aujourd'hui. Et comme on est dans une période inflationniste, il est probable que dans les mois, les années qui viennent, il va faire mieux. Donc, ce que j'essaie de dire... Sur un relativement court terme... Mais court terme, j'ai pas d'idée sur moi, je sais pas ce qui se passe sur l'or, par exemple. Il y a peut-être des tas de gars qui sont en train de ramasser des gamelles terribles avec ce qui s'est passé sur une ou deux monnaies, des crypto-monnaies, là. Donc ils ont peut-être des appels sur marge, ils doivent vendre de l'or, j'en sais rien. Mais ce qui se passe dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, ça m'est complètement égal. Toi, t'as jamais spilé sur l'or, en fait. Tu t'en sers pas comme je me dis... Tu t'en sers comme réserve, mais tu t'en sers pas comme quelque chose comme de un spéculatif. Truc antifragile, c'est-à-dire que, c'est pour revenir à Air Liquide. Ah non, mais écoute, on a des basiques 4 temps, on a des basiques... Bon, tu te fais en bon français, en bon lyonnais, puisque c'était une boîte qui était à l'origine à Lyon, je crois. Tu te mets 30% en or et 70% en air liquide, et tu regardes ce que tu as fait depuis 100 ans, t'es tranquille comme Baptiste. T'es tranquille comme Baptiste, ça t'a fait ta retraite. Bah oui. Et c'est beaucoup mieux que ce que font les gens qui ont 70% d'obligations françaises dans leur portefeuille de retraite. Donc, encore une fois, ce qui compte, c'est pas l'actif que tu mets dans ton portefeuille. Tu peux mettre des trucs qui sont individuellement très bons dans ton portefeuille et avoir un portefeuille qui est très bête et qui ne marchera pas du tout. Et puis tu vas avoir des trucs qui ne sont pas à l'évidence très bons, tu ne comprends pas très bien pourquoi ils sont là, mais ils travaillent bien les uns avec les autres. C'est exactement comme tu peux avoir... C'est ce que dit ton frère, il dit le meilleur joueur du monde de rugby, c'est Antoine Dupont, l'équipe de France, il est incroyable. Mais si tu avais une équipe où il y avait 15 à Toulouse, oui. S'il y avait une équipe où il y avait, mais il est de Castelnau-Magnoac, je crois, au début, c'est-à-dire dans le Gers, là-bas vers du côté des Pyrénées.
Mais si tu as une équipe où il y a 15 Antoine Dupont, ils vont se faire ratatiner par tout le monde. Oui, il faut... Il faut des gros couillons, des types qui courent vite, un type qui tape avec un coup de pied de 60 mètres. Donc, le portefeuille, c'est de mettre des trucs ensemble, qui quand il y en a un qui ne marche pas, l'autre vient l'aider, quoi. L'or, c'est un peu le truc, quand rien ne marche, il arrive. Voilà. Donc, encore une fois, il faut réfléchir non pas en termes de chacun des trucs que tu mets dans ton portefeuille, mais dans ce que tu fais dans ton portefeuille, tu le mets, tu essayes de bâtir un truc qui sera... Oui, mais c'est vachement dur parce que... Je sais bien que c'est vachement dur, ça fait 60 ans que j'essaie. Oui, non, mais voilà, toi tu as une visibilité, donc cette vision de synthèse depuis des années, mais dans l'absolu, pour le kidam qui arrive, il ne voit, tu vois, il ne sait pas ce qui rentre dans un rond, ce qui rentre dans un carré. Absolument, c'est là, et c'est pour ça qu'on... Pour lui, c'est juste des formes. Donc, Et donc c'est pour ça qu'on a créé l'Institut des Libertés, c'est pour ça qu'on a créé aussi, avec Richard Détente, a créé Grand Angle, etc. C'est pour essayer de faire comprendre aux gens comment gérer son épargne de façon rationnelle. Parce que ce qu'on apprend dans les écoles, ce que disent les journaux, etc., c'est complètement idiot. Donc nous on fait, j'essaye encore une fois, ça paraît idiot, mais on fait un travail d'éducation, c'est-à-dire comment vous devez gérer votre épargne. Notre but numéro 1, c'est pas de vous dire que l'or va monter la semaine prochaine, mais comment bâtir un truc qui tiendra la route. Et j'arrête de taper sur la table. Voilà. The table is lava. Alors, Romain Joy te demande... te dit, la courbe de l'affaire indique que la meilleure imposition est aux alentours de 30%. Est-il possible d'appliquer une imposition unique de 30% des revenus des ménages et entreprises ? Dans ce système, il n'y a plus de niche fiscale. Serait-ce une mesure bénéfique pour l'économie ? Serait-elle plus équitable selon vous ? Alors, ça c'est une question très importante. Bon, moi j'ai vécu à Hong Kong pendant une dizaine d'années. Avant ça, j'étais dans la City à Londres. Et c'était... À Hong Kong, ma déclaration d'impôt, c'était un gag. Ils m'envoyaient un papier en me disant, bon alors, vous avez gagné combien cette année ? Vous le mettez sur la ligne 1, là. Vous calculez 17%. Bon, le maire n'aurait pas pu le faire, mais un type... Pour une personne normale avec une calculatrice, voilà, donc... Multiplié par divisé. Multiplié par divisé, tu fais ta règle de 3, 17. Alors tu calculais 17, et puis il te disait, la troisième ligne, c'était donc, vous nous envoyez cette somme, merci beaucoup. Donc, c'était quand même d'une beauté. Du coup... Tu n'as pas besoin d'embaucher des experts fiscaux, pour savoir si le machin, la déduction, ça veut dire que les décisions d'investissement sont prises en fonction de la rentabilité marginale du capital, on a fait une émission là-dessus, et non pas en fonction de la rentabilité marginale du capital après impôt. C'est-à-dire que tu es dans un système parfaitement pur, où toi tu investis, d'abord en fonction de ce que tu penses, et puis voilà. Donc, Hong Kong a des surplus budgétaires depuis toujours. Singapour, ils doivent être à 21 ou quelque chose comme ça. Ils ont des surplus budgétaires depuis toujours. Parce que ça vaut même pas la peine de frauder. Il n'y a pas de fraude. Le capital est investi convenablement. Tiens, peut-être que tu devrais rappeler ce qu'est la courbe de l'affaire. La courbe de l'affaire, c'est un type qui était, que je connaissais bien d'ailleurs, qui a eu beaucoup d'influence sur Reagan, qui était un économiste, et qui a montré de façon statistique que vous mettez le taux d'imposition à 30%, et du coup, les recettes fiscales sont à, 150. Si vous le montez à 40, les recettes fiscales baissent. Donc ça fait une courbe qui est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est une parabole. C'est une espèce de courbe de Gauss comme ça. Oui, si vous mettez l'imposition à 30%, c'est là où les recettes de l'État sont au maximum. Mais vous avez des crétins comme Mélenchon, ce qui est presque un oxymore, comme on dit, qui trouve que dans ce système-là, dans le fond, celui qui gagne 1 million d'euros, allez, il paye que 30% d'impôts. Il payera 10 fois plus d'impôts que celui qui gagne 100 000 euros. 100 fois plus d'impôts que celui qui gagne 10 000 euros. Mais il trouve ça injuste. Il trouve que celui qui gagne 1 million d'euros devrait payer non pas 30% d'impôts, mais 60%.
Pour des raisons de justice sociale. Il ne m'a pas expliqué pourquoi. Moi, je trouve que si je gagne 10 fois plus et que je paye 10 fois plus dans les impôts, ça me paraît juste. Et c'est ce que pense la quasi-totalité des Français. La quasi-totalité des Français pense que l'impôt progressif, c'est si tu gagnes 10 fois plus, tu payes 10 fois plus. Et quand on leur explique que non, c'est pas vrai, si on gagne 10 fois plus, tu vas payer 20 fois plus, les gens trouvent ça absolument anormal. Donc, tu as 80% des Français, c'est ce que m'avait montré Charles Pratt, il m'avait dit, il avait fait faire des études, et ben, la quasi-totalité des Français pensent que l'impôt progressif, c'est que si tu gagnes 10 fois plus, tu payes 10 fois plus. Et puis quand on leur montre que non, c'est que tu vas payer 30 fois plus, ils trouvent ça complètement insensé. Donc, on a réussi à faire croire aux Français que l'impôt progressif, c'est-à-dire où plus tu gagnes en pourcentage et plus tes impôts montent, était la même chose que l'impôt proportionnel. Les Français sont pour l'impôt proportionnel et contre l'impôt progressif. Mais ça fait rien, c'est une des vaches sacrées. Donc il est évident que si aujourd'hui je suis en train de remplir ma déclaration d'impôt, enfin c'est pas moi parce que j'en serais bien incapable, mais enfin je paye quelqu'un pour le faire, c'est le métier. Si c'était comme à Hong Kong, eh ben, ça rend la vie de tout le monde beaucoup plus facile. Et puis surtout, tous ces gens-là qui sont très intelligents, qui ont fait de très bonnes études, qui passent leur temps à remplir des déclarations fiscales, des gens qui ils ont une rentabilité marginale du capital de 0 ou négative, parce qu'ils pourraient faire quelque chose d'utile à la place de faire ça. En pratique, ils font quand même quelque chose d'utile, parce que quand on voit les enquiquinements, quand c'est pas bien fait... Ah ben je sais bien, ils font quelque chose d'utile, mais qui n'ajoutent rien au PIB, quoi. Ça, ouais, il t'évite des emmènements. C'est un peu... C'est le coup. Donc oui, bien sûr, la courbe de l'affaire c'est l'affaire qui avait posé la question d'ailleurs à Reagan qui m'avait fait rire. Il m'avait raconté cette histoire, l'affaire. Et il vient voir, vous savez que quand Reagan était au pouvoir, à un moment, ils ont envahi une petite île qui s'appelait la Grenade, là, qui était juste dans les Antilles, parce que les communistes, les socialistes, les Russes commençaient à installer des bases, etc. Donc bon, ils avaient envoyé quelques départs marines. L'affaire pose la question à Reagan, Monsieur le Président, il faudrait que vous m'expliquiez quand même. Depuis le Vietnam, les États-Unis n'étaient jamais sortis militairement à l'époque. Maintenant, depuis, ils font que ça. Ils font que ça. Mais depuis le Vietnam, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez pris cette décision? Et il y a Reagan qui regarde à lui, oui, je vais vous expliquer. C'est que je me suis demandé ce que John Wayne aurait fait. Et à ce jour, il savait pas si Reagan se foutait de lui ou pas. Ils étaient très copains, Reagan et John Wayne. Bon, il se foutait un peu de lui, c'était du lard et du cochon, mais c'est mignon. Mais le truc ouais. Je me suis demandé ce que John Wayne aurait fait. Alors, je prends une question d'Internet, de Topic, qui te demande si une baisse des taxes sur le pétrole serait-elle un levier pour la croissance et une protection contre l'inflation ? Comme disait Milton Friedman, ce cher Milton, qui dit du bien à chaque émission, il dit, j'ai jamais rencontré une baisse d'impôt que j'aimais pas. Oui, déjà. Donc, déjà partant de ce principe. Donc une baisse d'impôt, c'est déjà une bonne nouvelle. On doit voir qu'on a un État gargantuesque, comme on l'a déjà dit, qui se gorge de taxes. J'adorerais qu'ils baissent les impôts, mais je crois pas qu'ils en aient les moyens. Mais ils ont des dépenses de fonctionnement qui sont en hausse continue. Donc, s'ils baissent un impôt, ça veut dire qu'ils vont devoir trouver des pépettes ailleurs. Ou qu'ils vont devoir emprunter plus, ce qui n'est pas non plus la solution. Mais la réponse est, sur le principe, toute baisse des impôts est bonne. À condition que bien entendu, il y a une question subsidiaire, c'est à condition que les dépenses de l'État baissent à due concurrence de la baisse des impôts. Voilà, donc il faudrait faire ce qu'ont fait les Suédois, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Bon, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que quand vous payez, je sais pas combien, attendez, j'ai vu ça, c'est 2,30 € le litre d'essence, je crois. Il doit y avoir 2 € qui doivent aller à l'État. Ah oui, c'est plus de 85%. C'est ça, 2 €. Donc, et je trouve un petit peu scandaleux et en plus, ils ont mis une taxe sur les taxes pétrolières. Parce qu'ils ont mis un truc qui s'appelle une taxe à la valeur ajoutée sur les taxes.
Donc, ils ont réussi à inventer un coup où on paye des impôts sur les taxes. Mais c'est pas la première fois. Attends, il y a d'autres endroits, ça y est, j'ai un trou, mais il y a d'autres endroits où ça se passe, ça, Oui, où tu oui, payes oui. des taxes sur les taxes. Oui, tu regardes ta facture d'électricité, toc, il te Oui, colle. c'est ça, c'est sur l'électricité, oui, colle ça. Où tu as aussi une taxe sur les taxes, c'est splendide. C'est splendide. Donc, simplifier ça serait pas mal, quoi. Mais il y a tellement de... Mais j'en arrive à la conclusion que cette classe technocratique qui nous gouverne ne vit et ne prospère qu'en rendant les choses de plus en plus compliquées. Oui, je pense, d'une certaine façon. Donc, il n'y a que eux, on l'a vu au moment du débat présidentiel, quand ils ont commencé à parler de sortir leurs fiches, de la TVA redistribuée à 6% du quotient. On s'en contrefout, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est exactement, c'est ce que je dis aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que n'oubliez jamais que le but de tous ceux qui vous gouvernent, c'est d'expliquer que c'est très compliqué. Et que c'est tellement compliqué qu'il faut leur faire confiance à eux, parce que vous, comme vous êtes un peu bête, vous n'y arriverez jamais. Ce qu'on essaye de faire ici à l'Institut des Libertés, c'est d'expliquer que cette façon de rendre le système administratif de plus en plus compliqué, c'est comme ça qui vous empêche de les virer. Parce que vous vous dites, écoutez, non, je vais laisser M. Macron, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Rien du tout. Ce pauvre garçon, il sait rien, quoi. Et alors, écoute, je vais prendre la dernière question que j'avais gardée pour la fin parce qu'elle est un peu en ouverture et sort du lot. C'est Tiarka qui l'a posée. Bonjour, quelle fut la réaction du monde chrétien catholique à votre livre « Un libéral nommé Jésus ». Merci d'avance et continue ainsi. Alors, « Libéral nommé Jésus », c'est mon livre préféré parce que je ne sais pas d'où il sort. Vous voyez, j'ai écrit des livres sur l'économie, sur tout ça, donc ça, je sais d'où ça sort. Le livre, là, ça vraiment... Une fois que je le relis de temps en temps, je me dis, mais alors, j'ai aucune idée d'où ça me vient, ces historiques-là. Enfin, donc c'était un livre qui s'est passé, qui est un peu curieux. Moi, je me souviens, on était à la montagne, et tout à coup, tu t'es dit, je descends au village, je vais acheter une Bible. Oui. Et t'es revenu, parce que t'étais revenu avec une Bible folio. Oui, c'est ça, j'ai regardé, j'ai lu. Voilà, et tu reprenais tous les textes, mais je me souviens très bien de l'instant où t'as dit, faut que j'aille acheter une Bible. Et donc, je me suis dit, bon, c'était peut-être pour ça que j'ai été mis sur Terre, j'en sais rien. Mais... Et donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est... Alors, dans le monde protestant, il est passé comme une lettre à la poste, parce que dans le fond, c'était assez les idées de... Dans le monde catholique, il y a eu beaucoup de réactions qui étaient un peu gênées, parce que il faut savoir que l'Église catholique a été un peu créée par Saint Paul, qui était une espèce de rabbin, et Saint Paul avait une relation avec l'argent qui n'était pas bien nette, interdiction du prêt à intérêt au début et tout, qui n'était pas dans les évangiles, puisque dans la parabole des talents, le Christ dit, tu aurais pu mettre l'argent à la banque et j'aurais touché les intérêts au moins bon. Aux serviteurs qui étaient paresseux là, ou qui avaient la trouille. Et ça a été une réaction très bizarre, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que il a été publié il y a 15-20 ans. Il vient d'être traduit en espagnol. Oui, j'ai vu, ils ont fait une conférence à Madrid. Il a fait une conférence, il y a 3 semaines maintenant. Ils auraient dû me toucher en direct, d'ailleurs c'est dommage. Mais je l'étais en direct avec eux. Oui, je sais, tu as fait une vidéo qu'ils ont montrée, mais je dis, moi sur les réseaux, parce qu'ils m'ont pas tagué, tout ça, j'aurais pu peut-être donner un peu plus de... Voilà. Et peut-être que du coup, ça peut ressortir en Amérique du Sud italien, il a été traduit en italien tout de suite. En italien tout de suite. Et en espagnol désormais. Et donc, il continue à vivre, ce bouquin. Il n'a pas pris une ligne, d'ailleurs. C'est ce qui est bien avec les écritures, c'est que ça bouge assez peu depuis. Ça bouge assez peu. Et dans le fond, ce que j'essaye de dire, c'est que dans ce livre, c'est que le Christ parle de notre salut, etc. Mais dans 90% du temps, il parle d'économie. Le maître qui fait une vigne et puis qui s'en va, et les types qui travaillent la vigne ne veulent pas payer de loyer, donc donc c'est sur le droit de propriété. Donc c'est très étonnant parce que les églises ont réussi à prendre les évangiles, qui est un texte incroyable, les paroles du Christ, et à oblitérer le fait que ça parle d'économie tout le temps. Ils disent non, en fait, ils veulent dire le royaume des cieux, etc. Ben,
Quand il parle des talents, des types qui bossent, il parle de ça. Quand il parle... Alors, il y a des textes qui sont complètement inouïs, comme par exemple les béatitudes. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est prodigieux. Ça, c'est vraiment du domaine mystique. Mais en ce qui concerne la vie de tous les jours, c'est le droit de propriété, c'est la maîtrise de son bien, c'est la volonté individuelle qui l'emporte sur la volonté du groupe. Donc, c'est un livre très curieux et il est parfaitement en accord, ce livre, avec Centesimus Annus, qui a été le truc fait par Jean-Paul II sur le 100e anniversaire de la déclaration de Léon XIII, je crois, sur l'économie. Et parce que ce livre a été le Centesimus Annus a été beaucoup inspiré par le père Sirico, tu te souviens qu'on avait reçu. Dont tu viens de lire son dernier ouvrage sur les paraboles. Sur les paraboles, qui retrouve toute une série de trucs qui sont... que c'est un peu différent du mien, mais on retrouve beaucoup de choses. Donc ceux qui lisent l'anglais devraient commander le père du le dernier livre du père Sirico sur les paraboles du Christ. Les messages économiques dans les paraboles du Christ. Parce que c'était un peu aussi son propos. Donc, le but du père Sirico, il a créé un remarquable institut, le Acton Institute à Grand Rapids, qui est pour essayer de réconcilier l'Église catholique avec le monde économique, quoi. C'est la réalité. Et c'est ce qu'avait entrepris aussi Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, etc. Et bon, ça a pris un peu de retard avec le pape actuel. Enfin, c'est pas grave. Oui, non. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est un livre pour moi qui a été assez étonnant parce que, je vous dis encore une fois, quand je le relis, je me dis, tiens, je savais pas que je pensais ça, quoi. Et c'est parfois, donc l'écriture, c'est parfois une façon de savoir ce que vous pensez vraiment au fond de vous-même. Parce que la parole est très superficielle. Alors que l'écriture, c'est vraiment, vous descendez vraiment profond, quoi. Voilà, donc ceux qui sont intéressés par cette bonne parole peuvent le retrouver sur Amazon. On les a mis en auto-édition, c'est-à-dire on a repris les droits et on les a réédités. Il y a un peu parfois des petites fautes parce que ça a été scanné en Roumanie. Et parfois, il y a des sortes, je ne sais pas pourquoi, les sauts de page. Oui. Mais enfin, c'était quand même un bon travail et on est content. Donc, on propose les livres à coût. Enfin, on gagne pas d'argent dessus. Voilà. Et ils sont sur le site d'Amazon en réédition. Voilà. Écoutez, j'en ai fait un petit tour de vos questions. J'espère que cela vous aura Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai réfléchi. On a bien vu l'histoire des petits graphiques et tout. Ça a eu l'air de vous plaire. Donc, je me demandais si on n'allait pas, dans le futur, dans le fond, répondre à des questions comme ça, qui sont des questions instantanées. Et puis, de temps en temps, une fois par mois, ou j'en sais rien, un peu plus ou un peu moins, essayer de traiter un dossier dans le temps long. Parce que ce dont je me rends compte, c'est que finalement, la plupart des gens pensent que l'économie, c'est ce qui s'est passé le trimestre d'avant, mais vous avez des décisions qui ont été prises, comme par exemple de tuer l'industrie nucléaire française par Jospin en 1997-98. Le coton-tige. Et que ça, c'est aujourd'hui qu'on se fait flinguer par cette décision. Bien c'est sûr. Une décision qui a été prise donc il y a 25 ans, et c'est aujourd'hui qu'elle se révèle comme ayant été mortelle. Donc, essayez de faire comprendre aux gens que l'économie, il y a les décisions qu'on prend comme ça, avec la boîte à outils, comme disait cet imbécile de Hollande. La boîte à outils. La boîte à outils. Il arrivait le plombier. Oh, j'ai la boîte à outils. Et puis, il y a des trucs comme ça qui sont des espèces de forces sous-jacentes. Et c'est ça qui fait l'économie. Et essayer simplement de montrer, par exemple, on pourrait faire un petit dossier sur l'euro pour expliquer pourquoi. C'est vrai, on pourrait refaire, écoute, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on va... Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez envie qu'on vous fasse un petit topo récapitulatif sur l'euro, pourquoi... Et puis après l'euro, on pourra peut-être essayer sur d'autres choses. Je ne sais pas ce qui se passe en Asie, la réforme du système monétaire en Asie, des espèces de trucs que les gens... Alors, les gens ont été aussi très contents qu'on invite Sébastien Gouspillou. Et bien sûr, peut-être qu'on pourrait refaire une table ronde, peut-être avec Richard Détente aussi, pour reparler, faire un dossier crypto-monnaie. Crypto-monnaie. Vous êtes très, très heureux quand on en parle. Et nous-mêmes, on débute. On apprend, donc on est tout à fait d'accord. On est ravis d'apprendre. Et moi, personnellement, j'ai bien compris, en tout cas, les deux aspects de la crypto-monnaie, c'est-à-dire il y a l'aspect spéculatif et il y a l'aspect libertarien qui m'attrait, qui est à savoir le fait que ça permette
de contourner les banques centrales actuelles qui font que des bêtises. On l'a vu en imprimant comme des gorées, que ce soit la Fed ou la BCE. Donc, essayer de réfléchir en dehors de la boîte et de proposer peut-être via le Bitcoin pour des pays qui ont des inflations galopantes, qui est le Venezuela, qui est le Liban, ou ainsi de suite, des moyens de s'en sortir alternatifs, comme pourraient être certaines cryptos. Je me dis, pourquoi pas, essayons, voyons ce que ça donne. Puisque notre but, c'est un but d'éducation, donc il faut aussi éduquer les gens. Ne bridons pas les énergies. Ne brisons pas l'énergie et essayer de reprendre la notion du temps. C'est-à-dire de se rendre compte il faut juger d'une politique, non pas regarder ce qu'on avait fait sur la Suède. Il avait fallu 7 ans pour que la Suède commence à se retourner après son effondrement, quoi. 7 ans. C'est-à-dire que si on dit mais le PIB a baissé l'année dernière, vous êtes foutus, vous ne pouvez jamais faire une réforme. Donc, grosso modo, c'est réintroduire les Français avec la notion du temps nécessaire. Voilà. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. Et puis, on va essayer de mettre des petites incrustations du DAF ça et là, qui est... Il n'a pas ronflé. Si, il a ronflé, tu ne l'as pas entendu. Mais si, il a ronflé, bien sûr qu'il ronfle. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à donner votre avis et ce que vous aimeriez. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire, on a désormais Spotify, donc pour ceux qui veulent des podcasts. Et ne venez pas me dire mettez-le sur Deezer ou mettez-le sur Apple, mais faites-vous un compte Spotify, c'est en accès libre. Et vous aurez un petit peu de pub, mais c'est pas la mort. Et vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast désormais. Et merci à Ralph qui nous a aidé à faire ça. Voilà, merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.